Hello mes enfers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, ce n'est pas jeudi, c'est lundi. Et c'est la première vidéo de ma semaine d'Halloween. Donc durant toute la semaine, vous allez avoir une vidéo par jour, tous les jours à 19h. Et cette vidéo, c'est la première. Si vous ne voulez pas rater de vidéo, pensez à vous abonner. En attendant, installez-vous confortablement et prenez votre jus de grenade parce que ça va être explosif. Aujourd'hui, je vous parle de Sean Sellers. C'est le premier et le seul homme à avoir été exécuté pour un crime commis avant l'âge de 17 ans, après le rétablissement de la peine de mort aux États-Unis en 1976. Alors, vous le connaissez? Non? C'est parti! Sellers naît le 18 mai 1969 en Californie lorsque sa mère a 16 ans et son père biologique était très instable, c'était un alcoolique. Lorsque Sellers a 3 ans, ses parents divorcent et sa mère rencontre rapidement un autre homme qui est chauffeur de camion et qui s'appelle Lee. En réalité, il s'appelle Paul, mais il l'appelle Lee et je ne sais pas vraiment pourquoi. Sa mère Vonda et Lee se marient et sa mère décide de laisser Sellers chez ses grands-parents en Oklahoma pour qu'il ait un cadre assez stable lorsqu'il grandit. Évidemment, ses parents lui rendent très souvent visite lorsqu'ils ne sont pas sur les routes et lorsque Sellers a 8 ans, sa mère le récupère pour qu'ils aillent vivre tous ensemble de nouveau à Los Angeles. Au début, c'est un petit peu compliqué pour la famille de s'adapter à cette nouvelle vie dans un appartement et dans une grande ville, donc Los Angeles, mais Sellers est très content puisqu'il peut enfin revivre avec sa mère et avec Lee qu'il considère comme son père. À l'âge de 16 ans, Sellers avait déjà bougé plus de 30 fois de ville en ville et c'était assez compliqué pour lui niveau relation amicale parce qu'il savait que dès qu'il arrivait dans une ville, il n'allait pas y rester longtemps et donc il ne cherchait pas forcément à se faire des amis ou bien à développer un certain attachement pour son cadre de vie. Par la suite, Sellers confie qu'il se faisait battre par sa mère et aussi par son grand-père lorsqu'il vivait chez ses grands-parents en Oklahoma. Il a également vécu chez son oncle pendant une courte période qui le forçait à mettre des couches car Sellers faisait pipi au lit. Bon, vous me direz, pour un enfant, faire pipi au lit, c'est relativement normal, sauf qu'à ce moment-là, Sellers avait 12-13 ans. Quand Sellers faisait pipi au lit 2 nuits de suite, son oncle le forçait à porter la couche sale sur la tête pendant toute la journée. Un peu dégueulasse ça, monsieur. Son oncle l'aurait emmené à la chasse pour lui apprendre à tuer des animaux et pour aussi lui apprendre les techniques qu'il fallait utiliser. Sellers regardait son oncle tuer les animaux avec beaucoup de brutalité et quand ce dernier refusait à son tour de tuer les animaux, son oncle se moquait de lui, lui disait qu'il était pathétique et que ce n'était pas un comportement d'homme. Quand la famille a déménagé dans le Colorado, Sellers a été diplômé avec les honneurs de la Civil Air Patrol pour le programme qu'il avait suivi, Emergency Response Training. Ses parents étaient très fiers de lui, d'autant plus que Sellers avait l'air de beaucoup aimer les études qu'il faisait. Ses professeurs disaient que c'était un bon étudiant, qu'il aimait lire des comics et qu'il adorait le dessin. Il avait quelques amis, mais il n'était pas très populaire et il préférait dans tous les cas rester seul et lire. Tout allait bien avant que les parents de Sellers ne lui annoncent qu'il retourne vivre en Oklahoma. Et là, Sellers, il ne le vit pas bien du tout, parce qu'il avait enfin trouvé un endroit qui lui plaisait. Et il s'était aussi fait quelques amis, donc il essaye de tout faire pour qu'il ne déménage pas, mais cela ne marche pas. À partir du moment où il se réinstalle en Oklahoma, le comportement de Sellers change et il se met à détester ses parents. Sa mère le frappait au visage, soit à main nue ou soit avec une ceinture, et Sellers, lui, ne répondait pas, mais par contre une rage grandissait en lui. Un jour, un camarade de classe lui donne un magazine qui avait été fait à la main, dans lequel se trouvaient des groupes de métal satanique, une interview de Richard Ramirez, le tueur en série, et aussi des dessins de tueurs en série sataniques. À la même époque, il rencontre quelqu'un qui se dit être sorcier et pratiquer la magie noire. Forcément, cela l'intrigue car c'est nouveau et qu'il ne sait pas ce que c'est, donc il va se renseigner sur le sujet. Il se rend dans sa librairie pour faire de nombreuses recherches et consulter des livres, et au fur et à mesure de ses recherches, il va tomber sur une section consacrée à des livres sataniques. Cela va devenir une obsession,
Et comme à cette période il était en colère contre Dieu, le satanisme lui offrait un petit peu une liberté et le moyen de contrôler sa vie et celle des autres. Aussi, il jouait au jeu Dungeons and Dragons, mais il dira plus tard que ce n'est pas du tout à cause de ce jeu qu'il s'est intéressé au satanisme. Pendant sa deuxième année au lycée, il souhaiterait porter une fiole autour du cou, fiole dans laquelle il mettrait du sang, afin qu'il puisse le boire pendant la journée quand il était en cours. Le satanisme lui disait qu'il pouvait suivre ses propres règles pour vivre sa vie, mais aussi pratiquer des rituels sataniques pour prendre le contrôle. Il devient de plus en plus calé sur le sujet. En même temps, vu toutes les recherches qu'il fait, ce n'est pas étonnant, et donc de plus en plus, il a envie de faire des rituels sataniques. Ce qu'il n'avait pas prévu étaient les effets secondaires. Il commençait à entendre de plus en plus de voix, et des voix différentes de celles qu'il entendait déjà depuis tout petit. Les démons lui demandaient aussi de faire des choses pour lui, et à mon avis, vous aurez compris ce que ça veut dire et que ça ne sent pas très bon. La plupart des personnes voudraient se débarrasser de ces voix, mais lui au contraire, il veut les garder car ça le conforte dans ses idées noires et dans ce qu'il a envie de faire par la suite. Il a également des périodes de blackout pendant lesquelles il oublie totalement ce qu'il se passe et tout devient désordonné dans son esprit. Les voix deviennent de plus en plus présentes et ça l'empêche de se concentrer sur une seule chose à la fois, ce qui pour lui devient un problème. Il décide donc d'en parler à sa mère et lui dit qu'il commence à devenir fou, chose à laquelle sa mère lui répond « Ok ». Et en fait, elle s'inquiète pas plus que ça parce qu'elle lui dit que c'est normal et que c'est l'adolescence. Moi, adolescente, j'entendais pas des voix, hein. Comme sa mère ne le croit pas et ne l'aide pas plus que ça, il se décide à en parler à deux professeurs qui à leur tour ne vont pas le prendre au sérieux et ne vont pas non plus l'aider. Il en parle donc à son ami Richard Howard. Au début, il hésitait un peu à lui en parler parce qu'il n'avait pas envie de le faire fuir. Cependant, ce dernier lui conseille de suivre ses voies car lui aussi les a. Sellers a ensuite dit par la suite qu'Howard était encore plus dérangé que lui, car c'est tout le temps lui qui entamait les discussions sur le satanisme et qui évoquait les viols et les meurtres qu'il pouvait commettre. Pendant leur discussion, les deux garçons donnaient énormément de détails, mais Sellers dira par la suite que c'était juste pour le fun et qu'à aucun moment ils n'allaient réaliser ce qu'ils avaient dit. Spoiler, ils l'ont fait. Howard détestait le père de sa petite amie Hall Hawks, parce qu'après une dispute, il avait frappé sa fille et l'avait amochie. Il propose donc naturellement à Sellers d'emprunter l'un des pistolets de son grand-père et d'aller tuer Hall Hawks. Par contre, Howard veut que Sellers tue un autre homme avant lui, juste histoire qu'il soit quitte. Et la victime est choisie, il s'agit de Robert Bauer, un caissier qui travaillait de nuit à Circle K. Howard s'arrêtait souvent dans sa boutique après avoir vu sa petite amie. Il trouvait le caissier sympa, mais une fois, ce dernier lui avait refusé de lui vendre de la bière. Et donc, Howard était un peu énervé contre lui. Bon, en même temps, il n'avait que 16 ans, donc c'est logique que le caissier lui refuse. Donc c'est ça la raison du meurtre. Les deux adolescents se rendent à la boutique, achètent de l'eau, des snacks et posent des questions au caissier, notamment concernant les caméras de sécurité et aussi en lui demandant s'il avait une arme derrière le comptoir. Ce à quoi le caissier lui répond que non, il n'a pas d'arme, car dans tous les cas, il a que 50 $ dans la caisse et que personne n'irait le braquer pour si peu. Sellers sort de la boutique pour aller chercher le revolver et quand il arrive à sa voiture, au début, il ne se sent pas trop capable de le faire, mais les voix reviennent dans sa tête et lui disent d'arrêter d'être un lâche et d'aller tuer cet homme. Pendant ce temps, Howard est dans les allées et demande au caissier combien coûte un snack. Le caissier se retourne et Sellers lui tire une balle. Ce dernier le rate, le caissier en profite pour partir et essayer de s'enfuir en courant. Sellers le rate plusieurs fois avant de le tuer. Les deux adolescents retournent à la voiture en rigolant et au dernier moment, on ne sait pas trop pourquoi, ils décident de ne pas aller à la maison d'Hall Hawks. Donc, Sellers a tué un homme pour pouvoir être quitte lorsque Howard allait tuer Hall Hawks, mais finalement, Howard ne tuera pas Hall Hawks. Donc, ils ne sont pas quittes. Quand les policiers trouvent le corps du caissier, il n'y a aucune preuve, aucune caméra, aucun suspect. Enfin, c'est un gros mystère. Sellers est soulagé en apprenant que les policiers n'ont aucune piste et il va commencer à se sentir invincible. Peu de temps après, Sellers tombe amoureux d'une fille de 15 ans qu'il avait rencontrée à l'école. C'était une adolescente assez difficile et c'est la raison pour laquelle les parents de Sellers ne voient pas trop cette relation d'un bon œil. Sa mère la traite de traînée, de pute. Elle dit que c'est une loseuse, elle fait tout pour convaincre Sellers de la quitter, sauf que ce dernier ne le fait pas, car c'est la seule personne qui le rend heureux. Le soir du 5 mars 1986, Sellers se rend dans la chambre de ses parents afin de récupérer le revolver de son beau-père qui se trouve dans le tiroir de sa table de nuit.
Puis il retourne dans sa chambre afin de pratiquer des rituels sataniques. Il se convainc qu'il ne va pas commettre un meurtre, mais simplement supprimer un obstacle de sa vie. Il se rend dans la chambre de ses parents, tire une balle dans la tête de son beau-père, ce qui le tue instantanément et réveille sa mère, puis tue sa mère de plusieurs balles. Et après ça, il leur retire dessus encore une fois, histoire d'être sûr qu'ils sont bien morts. Une fois le crime commis, les voix partent de sa tête, et après ça, il ne se rappelle plus de rien du tout. Il a essayé de faire croire qu'un cambrioleur était rentré dans la maison et avait tué ses parents, sauf que la police ne le croit pas, car la maison est parfaitement en désordre et rien n'a été volé. Le truc le plus idiot qu'il ait fait est de laisser l'arme par terre pour faire croire que le cambrioleur l'avait laissé tomber, sauf que sur l'arme, il y avait ses empreintes, et donc il est arrêté. Quand la nouvelle se répand, tout le monde est abasourdi. Un adolescent a tué ses parents de sang-froid, et le pire est qu'il l'a fait parce que les démons lui ont dit de le faire. Comme les habitants de la ville sont chrétiens, ils diront que Satan est arrivé dans leur ville. Et ils vont aussi affirmer « Regardez ce qui va arriver à vos enfants s'ils jouent à Dungeons & Dragons ». Et même si Sellers a dit que ce n'était pas à cause de ce jeu qu'il s'était intéressé au satanisme, les médias vont l'utiliser afin de faire arrêter ce jeu. Howard, de son côté, a également été condamné pour le meurtre du caissier. Mais comme on lui a promis une remise de peine de 5 ans, il a non seulement balancé son pote et en plus témoigné contre lui. Au cours du procès, un psychiatre dit que Sellers était incapable de former l'intention nécessaire pour commettre un meurtre au premier degré, car il était soit fou, soit juridiquement imprudent au moment des 3 meurtres. On a demandé au jury de décider si l'âge de Sellers était un facteur atténuant ou non, sauf qu'il ne savait pas que Sellers avait 16 ans. Le juge a refusé de présenter le témoignage d'un expert selon lequel les mineurs sont différents des adultes d'un point de vue mental. Donc, pour résumer, Sellers a 16 ans et personne n'a le droit de préciser qu'il est mentalement différent d'un adulte car le juge seul l'a décidé. Par conséquent, l'accusation est centrée sur le fait que Sellers est un adulte car il a agi en tant qu'homme lorsqu'il a saisi l'arme. Il est reconnu coupable de meurtre au premier degré, il est maintenant une menace permanente pour la société et donc il est condamné à mort à l'âge de 17 ans en octobre 1986. En prison, lorsqu'il attend son exécution, il se convertit au christianisme et ses amis qui sont à l'extérieur ont créé un site internet pour demander sa grâce car de 1, il est trop jeune pour mourir et de 2, il s'est converti au christianisme. Il apparaît dans les médias tels que The Oprah Winfrey Show et Geraldo pour parler du satanisme et aussi dans des documentaires qui traitent des tueurs en série et du satanisme. Il disait que c'était le satanisme qui lui avait fait commettre ces crimes et qu'en tant que chrétien, il savait à présent que ce qu'il avait fait était mal et que le christianisme l'avait libéré de ce mal. Évidemment, la question de sa sincérité s'est posée. Sellers a essayé de faire appel plusieurs fois et ce même avant son exécution et ça a créé un débat parce que c'était un enfant au moment des faits, mais en même temps, il avait tout de même tué 3 personnes. Il est resté dans le couloir de la mort jusqu'au 4 février 1999, donc jusqu'à ses 29 ans. Et attendre dans le couloir de la mort, ça doit être très long et ça doit être horrible parce qu'il sait qu'il va se faire exécuter, mais il ne sait pas quand exactement et ça peut prendre des années, puisqu'en plus le détenu peut faire appel plusieurs fois. Les gens trouvaient que sa punition était un peu lourde et comme ça faisait plus de 10 ans, ils se demandaient si ça servait réellement à quelque chose, d'autant plus qu'il était devenu chrétien. Petite anecdote, pour son dernier repas, il a choisi de la nourriture chinoise avec des crevettes sauce aigre douce et des crevettes frites. Le 4 février 1999, Sean Sellers est décédé à minuit 07 par injection létale dans les bras. Avant de mourir, il chantait des chansons chrétiennes et ses derniers mots ont été une prière. Avant lui, Oklahoma n'avait jamais exécuté d'homme et c'est le premier et le seul homme à avoir été exécuté pour un crime commis avant l'âge de 17 ans, après le rétablissement de la peine de mort en 1976 aux États-Unis. En 2005, la Cour suprême a décidé qu'on ne pouvait plus exécuter quelqu'un s'il commettait un crime avant ses 18 ans. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à demain, oui car je reviens déjà demain, pour l'histoire numéro 2 de ma semaine d'Halloween.